À la mi-1943, le Pacifique brûle encore. La guerre a débuté dans le désastre pour les États-Unis, Pearl Harbor, Wake, les Philippines. Pourtant, après 18 mois de carnage, le conflit s'est figé dans une sorte d'équilibre précaire, épuisant, sans vainqueur. Un calme trompeur, car les plateaux de la balance penchent déjà, imperceptiblement, mais irrémédiablement, vers Washington. Ce conflit est avant tout une guerre d'industrie. Deux colosses économiques se saignent à blanc. Et dans cette logique impitoyable, c'est la supériorité technologique des appareils, leurs moteurs, leurs armements, leurs cellules, qui dictera l'issue finale. En 1942, l'US Navy traverse ses heures les plus sombres. Si elle survit, c'est en grande partie grâce à ses aviateurs embarqués, et notamment à ceux qui montent à bord du F-4F Wildcat de Grumman. Trapue, musclée, démodée en apparence, cette machine obtient pourtant l'honneur insigne d'arracher les premières victoires décisives contre les redoutables pilotes de la marine impériale japonaise. Mais tenir la ligne ne suffit plus. Pour arracher la maîtrise absolue du ciel au-dessus du Pacifique, Grumman engage ses équipes dans la conception d'un avion entièrement nouveau, le F-6F L4. En surface, la filiation avec le Wildcat est évidente. Sous le capot, c'est une autre machine. Un chasseur lourd, robuste, typiquement américain dans sa philosophie. Brut de puissance, bourré d'équipements de dernière génération, et capable d'encaisser des punitions que la plupart de ses adversaires ne survivraient pas. Au décollage avec son plein de guerre, il frôle les 6 tonnes. Son moteur en étoile développe 2000 chevaux. Son autonomie lui permet d'opérer loin, très loin des porte-avions. Désormais, les espoirs de la Navy reposent sur lui. Il deviendra bientôt le pire cauchemar de l'aviation embarquée japonaise. Mais tout cela reste à venir. En 1943, la guerre est encore brutale, incertaine, interminable. Personne ne sait quand elle se terminera. Grumman croit en son Hellcat, mais les ingénieurs de Bethpage ont l'esprit trop affûté pour se bercer d'illusions. Si la guerre dure encore des années, même ce chasseur extraordinaire finira par vieillir. La Navy partage cette lucidité, et à l'été 1943, elle officialise un appel d'offres: concevoir un chasseur embarqué d'un genre entièrement nouveau. En théorie, une compétition. En pratique, une formalité. Aucun concurrent ne peut rivaliser avec l'expérience accumulée par Grumman dans le domaine de l'aviation navale. Le XF 14C, un de Curtiss, souffre d'une manœuvrabilité déficiente et d'une montée en altitude décevante. Le XF-8B, un de Boeing, est si massif qu'on peine à le qualifier de chasseur. Grumman s'impose sans vrai combat. Ce qui rend sa proposition véritablement remarquable, c'est qu'elle ne se contente pas de proposer une cellule améliorée. Elle introduit une doctrine nouvelle. Dans cette logique tactique inédite, le futur chasseur est conçu pour un rôle secondaire. La frappe lourde revient au F-7F Tiger IV, biréacteur imposant destiné aux grands porte-avions. Le nouveau chasseur compact, lui, doit opérer depuis les plus petits porte-avions d'escorte, avec une mission précise: défense de la flotte et supériorité aérienne locale autour du groupe de combat. Cette mission impose des choix draconiens. L'avion doit être le plus compact possible. Il doit disposer d'un moteur d'une puissance phénoménale. Il doit offrir aux pilotes une visibilité panoramique, d'où l'adoption d'une verrière bulbeuse à 360 degrés. Son armement doit être calibré exclusivement pour les combats tournoyants, les dogfights serrés à basse altitude. Pas de bombes, pas de polyvalence. Un prédateur pur. Les ingénieurs savent à qui ce chasseur devra s'affronter: les héros et leurs équivalents japonais. Ces appareils ne sont pas des foudres de guerre en vitesse maximale, mais leur maniabilité est proprement stupéfiante. Pour les battre à leur propre jeu, Grumman choisit un profil d'aile à forte portance. Ce choix plafonne volontairement la vitesse de pointe à environ 700 km/h, un sacrifice consenti en échange d'une maniabilité hors norme et d'une vitesse d'appontage raisonnable, indispensable à la survie des pilotes sur les ponts d'envol. Le cadre général de ce projet est posé par Leroy Grumman himself, fondateur et patron de l'entreprise. La conception est confiée à l'ingénieur en chef
William T. Chandler, dont le CV parle pour lui. Il a déjà donné au monde le Wildcat et le Hellcat. En novembre 1943, après examen approfondi des plans, l'US Navy signe le contrat officiel pour la construction des deux premiers prototypes, les XF-8F1. Dans l'atelier expérimental de l'usine de Bethpage, les courbes d'un avion de combat entièrement nouveau commencent à prendre forme. Une silhouette immédiatement reconnaissable, aile courte et trapue, fuselage en tonneau, verrière bulbeuse perchée au sommet, brutal et élégant à la fois, comme une poing fermée gainée de soie. La cellule est construite principalement en alliage d'aluminium 302W, un matériau de dernière génération qui permet d'obtenir un revêtement parfaitement lisse, sans rivets apparents. Le fuselage semi-monocoque assure une protection solide du pilote. Un blindage lourd protège le cockpit, le moteur et les circuits d'huile critiques. Grâce à des calculs de résistance des matériaux particulièrement poussés, les ingénieurs parviennent à maintenir la masse totale à un niveau étonnamment bas. L'aile reçoit une attention particulière. Elle est dimensionnée pour supporter des charges structurelles allant jusqu'à 9 grains. Mais c'est ici que réside le détail le plus fascinant de toute la conception. Les winglets à rupture programmée. Si l'appareil dépasse brutalement sa limite structurelle en G, les 60 cm d'extrémité de chaque aile se détachent automatiquement, instantanément, proprement, réduisant d'un coup l'envergure d'environ 2 mètres. La portance chute, la charge aérodynamique s'effondre, et la structure principale de l'aile, au lieu de se plier ou de se rompre catastrophiquement en plein vol, survit. Un mécanisme qui n'aurait pas été possible sans les toutes dernières avancées en métallurgie, et qui témoigne, mieux que n'importe quel chiffre, de l'ambition qui anime ce projet. La surface alaire restante suffisait amplement pour permettre au pilote de décrocher du combat et de ramener son appareil à bon port, amputé mais vivant. Le 21 août 1944, le prototype X F8F1 est sorti sur le tarmac pour son premier vol. Bob Hall, pilote d'essai en chef de Grumman, prend les commandes. Le vol inaugural est bref, mais révélateur. Dès les premières minutes, un problème majeur apparaît. L'appareil souffre d'une instabilité directionnelle sévère. Le diagnostic ne tarde pas. L'air chaud évacué par les refroidisseurs d'huile sur l'extradose de l'aile génère un sillage turbulent qui vient gifler l'empennage. Il suffit de déplacer les sorties d'échappement sous l'aile, les troubles de comportement disparaissent aussitôt. Dès ce premier prototype, l'armement est au complet. 4 mitrailleuses M, 2 de calibre 12,7 mm montées en aile. Le cœur de la machine est un Pratt et Whitney R 2800-22 WWASP, un moteur colossal équipé d'une injection d'eau et d'un compresseur à 2 vitesses, accouplé à une hélice quadripale à vitesse constante signée Aeroproducts d'une fiabilité éprouvée. Pour le second prototype, Grumman franchit une étape supplémentaire en installant un R 2830 W à la puissance encore augmentée. Grâce à un couplage hydraulique sur l'entraînement du compresseur, les à-coups de puissance lors des changements de régime de suralimentation appartiennent désormais au passé. Les essais en vol confirment ce que les ingénieurs espéraient. La vitesse de pointe atteint environ 680 km/h. Mais c'est la montée en altitude qui stupéfie. Près de 1500 mètres par minute, un chiffre qu'aucun autre chasseur embarqué américain ne peut approcher. La perte du premier prototype en mars 1945 endeuille brièvement le programme sans vraiment l'ébranler. Grumman a déjà en poche un contrat signé pour la livraison de plus de 2000 exemplaires de série sous le nom officiel de Berka. L'appareil inspire une telle confiance que, dès février 1945, le géant industriel General Motors est associé à la production avec une commande de 1876 cellules supplémentaires sous la désignation F 3 mains. Le plan de la Navy est ambitieux. D'ici janvier 1946, les Bearcat doivent intégralement remplacer les F-6F Hellcat, aussi bien sur les chaînes d'assemblage que dans les escadrilles de combat embarquées. Le dernier jour de 1944,
Le premier F-8F, un de pré-série, sort pour ses essais. Par rapport au prototype, les améliorations sont substantielles. Envergure du stabilisateur horizontal élargie de 30 cm, petite dérive dorsale ajoutée pour corriger l'instabilité directionnelle et surtout un nouveau moteur ER 2834 Dubers qui développe 300 chevaux de plus que ses prédécesseurs. À la demande de la Navy, la capacité en carburant interne est portée à près de 825 litres, tous les réservoirs étant auto-obturants pour résister aux dommages au combat. Dès la phase de développement des prototypes, la Navy avait formulé une exigence supplémentaire. L'avion devait pouvoir emporter 2 bombes de 450 kg ou des réservoirs supplémentaires sous voilure. Les ingénieurs intègrent cette capacité dès le second F-8F, un de pré-série, en installant des points d'emport renforcés sous les ailes et le fuselage. L'équipe explore également des configurations plus exotiques, des pods armés, chacun logeant 2 mitrailleuses de 12,7 mm et même des roquettes Tiny Team de près de 30 cm de diamètre accrochées sous le ventre. Les essais sont concluants, mais ces solutions restent anecdotiques. C'est finalement un armement de roquettes HVAR de 127 mm qui s'impose comme la configuration standard de la grande majorité des Bearcat de série. Le 17 février 1945, le Bearcat fait ses véritables débuts sur pont d'envol. Le capitaine Robert Michael Headler pose son F-8F, un sur le pont de l'USS Charger. Un appontage réussi, propre, sans incident. Cette phase critique est un succès complet. Comme tout avion de nouvelle génération, le Bearcat révèle ses petits défauts de jeunesse. Le train d'atterrissage se rétracte avec une brusquerie qui envoie un choc sourd dans toute la cellule. En dépassement de vitesse limite, l'appareil entre en buffeting sévère. Les pilotes doivent alors déployer des volets de récupération de piquets logés sous les ailes. Enfin, la machine se montre particulièrement réactive aux entrées brusques sur les commandes, exigeant une constante attention de la part de ses pilotes. Les 10 derniers exemplaires de pré-série sur les 23 construits sont remis aux escadrilles V, F-18 et VF-19, où commence un programme de conversion intensif. VF-19 est la première à achever le cursus complet. Ses rangs sont peuplés d'aviateurs chevronnés, tous vétérans d'au moins un tour de combat, parmi eux le lieutenant William Mazener, ancien pilote de Hellcat, crédité de 12 victoires aériennes. Le 16 août 1945, l'unité s'embarque sur l'USS Langley, cap sur le Pacifique, cap sur le Japon. Les pilotes rêvent d'engager l'ennemi avec leur nouvelle monture. Le Bearcat ne verra jamais le feu. Août 1945, c'est la fin de la guerre. Avant même la signature officielle de la reddition japonaise, Washington commence à tailler dans les budgets de défense à coups de serpe. Les commandes initiales sont radicalement révisées. Grumman n'en livrera finalement que 765 exemplaires. Le contrat avec General Motors est purement et simplement annulé. Le lendemain de la victoire sur le Japon, la démobilisation massive de l'US Navy commence, et ce sont les petits porte-avions d'escorte qui en subissent les effets les plus dévastateurs. Précisément la catégorie de navires pour laquelle le F-8F avait été conçu. Malgré tout, en novembre 1946, 10 escadrilles embarquées de l'US Navy ont adopté le Bearcat, et leurs pilotes sont unanimes, voler sur cet avion, c'est une expérience à part. Le capitaine Gordon Firebaugh, qui commande l'une de ces escadrilles à l'époque, le résume avec une franchise désarmante. Je crois sincèrement que c'est le meilleur avion qu'il m'ait été donné de piloter. J'avais sous mes ordres une douzaine de jeunes pilotes, sans expérience, moins de 400 heures de vol au compteur. Pourtant, nous avons bouclé un déploiement de 4 mois en mer sans le moindre incident. C'est, à mon sens, la meilleure preuve des qualités de vol exceptionnelles du F-8F. En 1948, le F-8F-1 est devenu le chasseur embarqué de référence de l'US Navy. 747 exemplaires de cette variante équipent 24 escadrilles, pour la plupart directement déployées sur porte-avions.
Mais lors des opérations en flotte, les aviateurs identifient un défaut sérieux dans ce tableau presque parfait. La puissance de feu était tout simplement insuffisante pour les combats modernes. Le constat ne surprend personne chez Grumman, la faiblesse de l'armement avait déjà été soulevée lors des tout premiers essais des prototypes expérimentaux. Mais la Navy avait alors choisi de différer la mise à niveau à l'après-guerre. La base de travail pour cette version renforcée est un F-8F, un de série standard, temporairement rebaptisé F-8F-1C, le temps que le contrat de production soit officialisé, après quoi il reçoit sa désignation définitive, F-8F-1B. Au printemps 1946, les premiers exemplaires sortent des chaînes. Les 4 mitrailleuses de 12,7 mm cèdent la place à 4 canons de 20 mm, chacun doté d'une réserve de 205 obus. Ces canons pèsent presque 2 fois plus que les mitrailleuses qu'ils remplacent, et la masse de munitions supplémentaires alourdit encore l'ensemble. La facture se paie en maniabilité, le Bearcat devient légèrement plus paresseux en roulis et en virage, perdant un peu de ce mordant instantané qui faisait sa réputation. Mais le vrai gain ne se mesure pas qu'en calibre. Le nouveau canon M3 apporte surtout quelque chose que les pilotes réclamaient à corps et à cri, la fiabilité. Les enrayages intempestifs des anciennes mitrailleuses empoisonnaient le quotidien des escadrilles. Lors des essais intensifs, le M3 enchaîne plus de 10 000 coups sans une seule interruption. Fin janvier 1948, Grumman a livré 90 de ses Bearcat à canon, même si les archives divergent légèrement sur le décompte exact selon les sources consultées. Parallèlement à la montée en puissance de l'armement, Grumman s'attaque à un autre défi, transformer le Bearcat en chasseur de nuit dédié. La mission nocturne exige une refonte complète de l'avionique. L'appareil hérite d'un pilote automatique GR1, d'un altimètre radar, d'un viseur lumineux Mark 20 et d'un système IFF. Mais la pièce maîtresse est le radar à N/APS-19, logé dans un pod en forme de goutte d'eau, suspendu sous l'aile droite. Pour ne pas trahir sa position dans l'obscurité, l'avion reçoit également des amortisseurs de flammes sur les pipes d'échappement. Ces modifications sont d'abord testées sur deux F-8F-1 de série qui deviennent les prototypes du Night Hunter. Les essais en vol sont concluants, comportement sain, appontage sans surprise, et le feu vert est donné rapidement. Le 15 novembre 1946, les premiers F-8F-1N entrent en service au sein des escadrilles nocturnes CVN-1 et CVN-2 avant d'être répartis entre les flottes du Pacifique et de l'Atlantique pour assurer la patrouille de combat nocturne. Sur le papier, le bilan est séduisant. Le Bearcat de nuit conserve l'essentiel de sa maniabilité et de sa vitesse, sans concéder grand-chose à la version de base. Mais la pratique révèle vite des fragilités. À haute vitesse, l'appareil souffre d'instabilité. Et le pod radar, avec sa forme proéminente, génère un sillage turbulent violent qui se déverse directement dans les goulottes d'éjection des douilles de canon. Résultat, les douilles s'enrayent dans les mécanismes ou viennent percuter la surface de l'aile à grande vitesse, infligeant des dommages structurels répétés. Les ingénieurs doivent revoir d'urgence le système d'éjection pour éviter que l'avion ne se saborde lui-même à chaque rafale. Mais ce n'est pas pour ces raisons techniques que la production du F-8F-1N est finalement stoppée. La vraie cause est tactique. Dans les combats nocturnes réels, l'agilité légendaire du Bearcat ne sert pratiquement à rien, les dogfights tournoyants ne se produisent pas dans le noir complet. Le F-7F-3N Tiger IV, bimoteur plus lourd, est de loin mieux adapté à l'interception nocturne. Après seulement 36 exemplaires construits, la Navy tire le rideau. Pendant ce temps, des nuages s'amoncellent sur la carrière pourtant prometteuse du Bearcat. Dès son déploiement généralisé en escadrille, des défauts de conception sérieux commencent à se manifester et renvoient l'avion sur la table à dessin. Le problème central, un écart dangereux entre les charges aérodynamiques que le chasseur peut générer dans un virage serré
et ce que sa structure peut physiquement encaisser. Grumman avait fixé la limite structurelle à 9 G. Mais dans la violence d'un dogfight, un pilote peut dépasser cette valeur sans s'en rendre compte. Les conséquences peuvent être catastrophiques. Le premier accident mortel lié à un dépassement de charge survient en décembre 1945. Un an plus tard, la tragédie frappe à nouveau. Dans l'un de ces incidents, un Bearcat en vol rasant est brutalement secoué par des ascendances thermiques. L'appareil cabre violemment, part en roulis instantané et s'écrase à grande vitesse. L'enquête révèle qu'un cisaillement de vent soudain et brutal a généré une charge dépassant toutes les limites structurelles. Pire encore, parce que la répartition des forces aérodynamiques sur les ailes n'était pas symétrique, le système d'extrémité à rupture programmée s'est déclenché. Mais d'un seul côté seulement. Déséquilibre immédiat, perte de contrôle instantanée. Face à cette série d'accidents, la Navy ordonne de nouveaux essais. Et là, les pilotes d'essai établissent qu'en quelque chose de remarquable, l'avion reste parfaitement pilotable et appontable avec une seule extrémité d'aile manquante, ce qui n'est pas qu'une curiosité de laboratoire. La preuve en sera bientôt faite en conditions réelles au sein de la VF-61. Ce jour-là, le pilote Benjamin Sattler est en piqué, serré sur une cible d'entraînement au-dessus d'un champ de tir. Brusquement, le manche se met à partir dans tous les sens. En regardant par le bord de cockpit, Sattler découvre avec stupeur que le panneau extérieur de l'aile gauche ainsi que la moitié de l'aileron a purement et simplement disparu. L'aiguille du variomètre de charge est vissée à 11 grains, un chiffre proprement incroyable. Malgré la mutilation de sa voilure, l'appareil reste en l'air. Sattler réussit à ramener son Bearcat estropié jusqu'à la base et pose sans casse. Mais tous les incidents de ce type ne se terminent pas aussi bien. La Navy réagit sans tarder. Un ordre technique est émis rendant obligatoire l'installation d'un système synchronisé d'éjection simultanée des deux extrémités d'aile sur l'ensemble de la flotte de Bearcat. La structure de voilure elle-même doit être renforcée en urgence. Dès les blocs de production suivants, les appareils sortent d'usine avec une section centrale durcie et un mécanisme de repliage des ailes revu et fiabilisé. Les assemblages soudés d'origine sont remplacés par des liaisons rivetées plus solides. Un autre problème de taille émerge au fil de l'usage intensif en escadrille, la gestion du colossal moteur R 2834W se révèle d'une complexité redoutable. Pour mettre au point le système d'injection d'eau et le couplage hydraulique du compresseur, Pratt et Whitney s'étaient largement appuyés sur des recherches classifiées d'ingénieurs allemands. Or, les États-Unis n'ont eu pleinement accès à ces technologies qu'après la capitulation du Troisième Reich. Ce déficit d'information initiale a considérablement ralenti la mise au point de ces systèmes complexes. La variante suivante, le R 2830W, embarque un système de gestion automatique du moteur censé alléger drastiquement la charge de travail du pilote en combat en assurant notamment le dosage optimal du mélange carburant pour chaque régime de vol. Beau programme sur le papier. En pratique, jamais personne ne parvient à le faire fonctionner de manière fiable sur les moteurs de série. À l'été 1947, ce nouveau groupe motopropulseur est installé sur un F-8F, un de série, pour les premiers essais en vol. L'ennui survient presque immédiatement. La moindre augmentation de puissance au décollage compromet la stabilité longitudinale de l'appareil. Les aérodynamiciens préconisent d'allonger la dérive verticale de 40 cm. Problème, une dérive plus haute génère des efforts latéraux accrus sur la queue, avec un risque réel de rupture structurelle. Le compromis retenu se fixe à 30 cm d'allongement. Peu après, un autre appareil équipé du moteur Dash-30, converti à partir d'une cellule antérieure, sort sur la piste d'essai. Cet avion précis entrera dans l'histoire comme le prototype de la deuxième grande variante du Bearcat, le F-8F2. Près de 300 exemplaires seront construits, produits sans interruption d'octobre 1947 à fin mai 1949. Les pilotes américains s'en éprennent instantanément. Le colonel Rudel,
pilote de l'USAF, ayant eu la chance de voler sur un F-8F, deux flambant 9 en 1948, en garde un souvenir éloquent. 9 d'entre nous avaient été envoyés à Pensacola dans le cadre d'un programme d'échange. En août, nous avions terminé notre conversion sur le F-8F2. Quel avion extraordinaire! Je suis complètement tombé amoureux. Ce témoignage vaut double, venant d'un pilote terrestre, une catégorie généralement peu encline à reconnaître que la Navy puisse aligner de meilleurs chasseurs que l'armée de l'air. Petite anecdote de culture navale aviation. Les équipes de pont américains avaient une tradition aussi notoire que sans pitié pour les aviateurs qui se posaient sur le mauvais porte-avions. Quand un pilote, contraint par les circonstances, appontait sur un bâtiment qui n'était pas le sien, les mécaniciens du bord lui faisaient payer son passage en couvrant littéralement son appareil de graffiti et de marquage fantaisiste. Le rituel portait un nom, le zapping, preuve que l'humour de la Navy, lui, ne manquait jamais de carburant. Mais l'affection des pilotes pour leur Bearcat ne pouvait pas grand-chose contre la marche de l'histoire. L'ère des jets était là, et elle avançait vite. Au printemps 1946, une série d'essais comparatifs est organisée à la Naval Air Station de Patuxent River. Un F-8F, un de série, affronte en combat tournoyant, simulé le tout nouveau P-80 Shooting Star de Lockheed, que la Navy évalue pour l'emport embarqué. Le verdict est sévère pour le chasseur à piston. Le premier avion, à réaction de série américain, l'emporte sans discussion, surclassant le Bearcat y compris dans les virages serrés, sans même mentionner son avantage en vitesse de pointe, qui ne souffre aucun commentaire. À la fin des années 1940, des chasseurs à réaction spécifiquement conçus pour le service embarqué font leur apparition, le McDonnell FH, un Phantom, le North American FJ, un Fury. Ces machines rapides et modernes s'installent progressivement sur les ponts d'envol des porte-avions de l'US Navy. Pour l'aviation navale à piston, le message est clair et sans appel. Le temps du glorieux Bearcat est compté. Grumman tente une dernière carte avec le F-8F-2N, une ultime version de chasse nocturne équipée de radars de génération précédente. Davantage produit par inertie de chaîne que par réelle nécessité tactique, cet appareil ne convainc ni les pilotes ni l'état-major. 12 exemplaires seulement sortent d'usine. L'épilogue est discret. La variante la plus aboutie et la plus réussie de cette fin de carrière est ailleurs. Le F-8F-2P, version de reconnaissance photographique, loge dans son fuselage 3 appareils photo aériens de haute précision, les modèles K-17 et K-18, destinés à la prise de vue verticale et oblique à haute résolution. 2 caméras sont montées latéralement, inclinées vers le bas. La troisième pointe, droit, à travers un hublot dédié centré sur le ventre de l'avion. Des volets et déflecteurs spéciaux protègent les optiques, onéreuses et fragiles, des débris de piste et des projections d'huile chaude. L'armement est réduit à 2 canons M3, mais cet allègement joue en faveur de l'appareil. Le F-8F-2P gagne en légèreté et en réactivité aux commandes. L'usine de Bethpage en sort 60 exemplaires au total. Les premières livraisons aux escadrilles débutent en janvier 1949. Mais l'ère des jets avance à toute allure. À peine un an plus tard, les Bearcats sont déjà relégués en masse dans les unités de réserve. Même la guerre de Corée, qui éclate peu après, ne change rien au destin de ce chasseur à piston. La Navy ne l'inscrit pas sur la liste de ses appareils de combat de première ligne pour ce conflit. Le chapitre semble définitivement clos. Les variantes de reconnaissance s'accrochent le plus longtemps, elles tiennent jusqu'en 1952. Quant aux chasseurs standards de la fin des années 1940, certains connaissent une reconversion inattendue, transformés en directeurs de drones, guidant à distance des appareils télépilotés, ultime réinvention d'une machine de guerre qui jusqu'au bout refuse de se laisser mettre au rencard. Ces appareils reconvertis reçoivent de nouvelles désignations F8F-1D et F8F-2D et continuent de voler dans les escadrilles de réserve et d'entraînement
jusqu'en 1955, date à laquelle le Bearcat est définitivement retiré du service actif américain, supplanté sans recours par les jets. Mais avant de tirer sa révérence, le F-8F s'offre un dernier éclat d'une toute autre nature. Le 15 juin 1946, la célèbre patrouille acrobatique de l'US Navy, les Blue Angels, donne sa toute première démonstration publique. Ce jour-là, 4 Bearcats en formation serrée trouent le ciel de la Naval Air Station de Jacksonville, pilotés par des vétérans aguerris de la Seconde Guerre mondiale. C'est lors de ce spectacle inaugural que le public découvre pour la première fois l'association du bleu et de l'or dans le ciel, la livrée qui deviendra la signature intemporelle de l'élite de l'aviation navale américaine. Depuis lors, le Bearcat n'a jamais vraiment quitté la scène, il est aujourd'hui une présence quasi rituelle dans les grands meetings aériens des États-Unis, d'Europe et du Japon. Et il y a fort à parier que ce chasseur légendaire continuera d'envoûter les foules pour de longues années encore. Pourtant, au fond, le Bearcat n'a jamais vraiment pesé sur les grands conflits de son époque. Il est entré dans l'histoire comme un chasseur redoutable, mais essentiellement un chasseur de temps de paix, arrivé trop tard pour la guerre qu'il avait engendrée, et trop tôt pour celle qui allait suivre. Il verra néanmoins quelques combats réels. Sur la question précise de l'engagement des Bearcats en Corée, les historiens sont partagés. Le légendaire pilote d'essai britannique Eric Brown, dans sa chronique régulière pour Air International, estime que l'appareil était déjà considéré comme obsolète à l'éclatement du conflit et qu'il était retiré en masse des porte-avions et des unités de première ligne. Les pilotes américains Larry Sluga et Eddie Wilkins racontent une toute autre histoire dans leur mémoire. Des Bearcats du corps des Marines auraient activement conduit des missions de combat tout au long de 1950 depuis les bases avancées de Pusan et Taegu, des F-8 F-2 adaptés pour les opérations nocturnes. L'un de ces auteurs affirme même qu'une escadrille équipée de ces appareils a opéré directement depuis le pont de l'USS Oriskany. La vérité reste, à ce jour, débattue. La démonstration la plus convaincante des capacités de combat du Bearcat se jouera ailleurs, dans les rizières et les forêts denses de l'Indochine française, l'actuel Vietnam. Dans ce conflit, l'appareil excelle dans un rôle pour lequel il n'avait jamais été conçu, celui de chasseur-bombardier d'appui rapproché pourchassant des guérilleros dans une jungle hostile. En 1951, la guerre s'embrase. Les forces communistes locales abandonnent la guérilla pour basculer vers une guerre de position conventionnelle. Washington réagit par un soutien militaire massif, incluant des F-8F-1 et F-8F-1B. Avant leur déploiement, ces appareils subissent une série de modifications ciblées. Système carburant et connecteurs radio entièrement refaits aux normes françaises, rack à bombes adaptés aux munitions françaises, et pour certains, installation de radio S-CR300, état de l'art pour l'époque, afin d'assurer des communications fiables dans les conditions extrêmes de la jungle tropicale. La première unité française à recevoir le Bearcat est un groupe de chasse, dont les pilotes sont rapidement rapatriés en métropole, les appareils passant alors à des escadrilles d'attaque au sol. L'intensité opérationnelle est saisissante. À elle seule, la fin de l'année 1950 et 1 totalise plus de 1000 sorties de combat. À l'automne, d'autres unités reçoivent leurs appareils. En 1952, plusieurs groupes supplémentaires intègrent diverses variantes du Bearcat à leur inventaire, tandis que le commandement met sur pied une unité dédiée à la reconnaissance aérienne photographique. La mission principale, et la plus dangereuse des équipages de Bearcat, est l'attaque continue des positions fortifiées et des bases cachées de l'adversaire. Bombes à fragmentation, roquettes non guidées, napalm. L'un des atouts les plus précieux de l'appareil se révèle être son aptitude à opérer depuis des pistes courtes, non aménagées en terre battue. Cela permet de disperser la puissance aérienne et de la coller au plus près des lignes de front, compensant en partie le rayon d'action limité du chasseur lorsqu'il emporte une charge offensive lourde. Pour la reconnaissance, les mécaniciens au sol font preuve d'ingéniosité.
ils improvisent un pod caméra monté sur le point d'emport central, logé dans le caisson d'un réservoir externe standard. 2 escadrilles, spécialisées, sont basées en permanence à Bach Mai. 6 autres opèrent depuis les bases autour de Hanoï. Mais la situation se dégrade. Dans la phase terminale du conflit, les guérilleros rendent les pistes avancées pratiquement inutilisables. La faible autonomie du Berkat, jusqu'alors un inconvénient gérable, devient une vulnérabilité critique et joue un rôle fatal lors du siège de Dien Bien Phu. Faute du rayon d'action nécessaire, les Berkats ne peuvent tout simplement pas atteindre les troupes encerclées avec une charge utile suffisante. Quand les rebelles mettent la main sur des armes anti-aériennes lourdes, les pertes parmi les appareils d'attaque français s'envolent brutalement. La maniabilité légendaire du Berkat et sa vitesse rasante ne suffisent plus à le soustraire au tapis de feu au sol. Les chiffres officiels font état de 64 Berkats détruits et de 167 endommagés gravement sur 3 ans de combat. Les historiens contemporains doutent de ces données, estimant que les pertes réelles sont sensiblement plus élevées, une suspicion renforcée par un constat simple. Dans les derniers mois du conflit, la France ne dispose plus que d'une centaine d'appareils véritablement opérationnels. À la signature du cessez-le-feu de 1954, il n'en reste que 25 en état de voler. Théoriquement, ils devaient être rapatriés aux États-Unis. En pratique, ils sont remis, tels quels, à la toute jeune armée de l'air de la République du Vietnam du Sud. Quelques-uns de ces chasseurs survivront jusqu'aux premières années de l'implication militaire américaine directe dans le pays, maintenus en vol à grand renfort de cannibalisation, les mécaniciens prélevant sur les carcasses irrécupérables les pièces nécessaires à tenir les autres en l'air. Et dans un ultime retournement de l'histoire, d'anciens pilotes de l'armée de l'air française, hier ennemie, se retrouvent instructeurs, formant les aviateurs vietnamiens à maîtriser le Bearcat. Ce chasseur américain, conçu pour dominer le Pacifique, devient ainsi la colonne vertébrale de la première escadrille de combat d'une nation en train de naître. La première escadrille de chasse est officiellement constituée le 1er juin 1956, mais la pénurie chronique de pièces détachées et l'usure avancée des cellules empoisonnent son existence dès le premier jour. Résultat, au moment où l'insurrection Viet Cong prend de l'ampleur, cette escadrille pionnière ne dispose plus d'un seul Bearcat en état de voler. Cela n'empêche pas les militaires vietnamiens, au début des années 1960, de présenter fièrement à des journalistes occidentaux un F-8F, un orné de 5 petites marques de victoire sur le fuselage, en affirmant qu'il avait conduit des sorties de combat contre le Viet Cong. D'où venaient exactement ces marquages? L'armée préféra ne pas s'étendre sur le sujet. Les Bearcats vietnamiens ne survivront pas à 1964 et au début de la guerre américaine à grande échelle. La première escadrille sud-vietnamienne reprend ses déploiements de combat sur un appareil autrement plus moderne, le Douglas A-D, un Skyraider. Le dernier chapitre du palmarès de combat du Bearcat se joue lui aussi sous les tropiques indo-chinois. Après l'indépendance des anciens territoires coloniaux français, l'ombre d'un conflit régional majeur plane à nouveau sur toute la péninsule. Le régime communiste de Hanoï cherche à exporter sa révolution aux pays voisins. Le Sud et ses alliés s'emploient à construire ce qu'ils considèrent comme un contrepoids démocratique. Dans ce jeu d'échecs géopolitique à haut risque, Washington entre dans la partie ouvertement et activement. Les accrochages armés entre gardes-frontières thaïlandais et troupes de la République démocratique du Vietnam fournissent le prétexte officiel à un soutien militaire américain accru à la Thaïlande. En 1951, après l'arrivée des conseillers militaires américains, la Royal Thai Air Force reçoit 50 F-8F 1D. Ces appareils servent fidèlement dans 3 escadrilles jusqu'en 1963. Selon toute vraisemblance, ce sont les variantes à canon de 20 mm qui opèrent en première ligne, tandis que les F-8F, 1 de base, restent en réserve arrière, servant aussi de réservoir à pièces détachées.
Il faut reconnaître que ces chasseurs ne sont guère taillés pour traquer des unités de guérilla insaisissables dans la jungle dense. Mais ces escarmouches frontalières servent surtout de déclencheur à un afflux massif d'aides militaires américaines en Thaïlande, ce qui est, en fin de compte, l'essentiel. Pendant ce temps, en 1953, les dernières escadrilles de l'US Navy achèvent leur transition et remplacent leurs Bearcat à piston par les nouveaux jets Panther. Les appareils retirés sont mis en stockage profond dans des bases arrière où ils végètent jusqu'en juillet 1955, date de leur retrait officiel du service. Certains finissent à la ferraille, les autres sont vendus à des propriétaires privés. Et c'est ainsi que se termine, sans tambour ni trompette, la carrière militaire de l'un des chasseurs les plus remarquables jamais produits par l'industrie américaine. Un avion conçu pour l'excellence dans le dogfight à courte distance. Un avion qui, par une ironie cruelle du calendrier, n'a jamais été utilisé dans ce rôle précis. Et pourtant, ce chasseur Grumman a démontré une redoutable efficacité dans les missions d'appui au sol, un emploi pour lequel il n'avait jamais été prévu. La guerre a ses propres exigences, loin des champs de bataille d'Asie du Sud-Est, le Bearcat s'est taillé une toute autre légende dans des cieux beaucoup plus pacifiques. Dès ses premières années de service, l'appareil devient une star des meetings et festivals aéronautiques. Aux côtés des chasseurs embarqués de série, des machines spécialement modifiées pour la démonstration font leur apparition sur le circuit. La première est le G-58 à Gulfhawk IV qui vole pour la première fois en juin 1947, commandé sur mesure pour le célèbre pilote de voltige Hal Williams. Son destin est tragique. Peu après sa livraison, l'appareil est détruit dans un accident causé par une approche trop agressive à l'atterrissage. Le second appareil de démonstration est une créature hybride, le moteur d'un F-8F, un marié à la cellule d'un F-8F2. Grumman l'utilise abondamment pour les exhibitions. Au-delà de ses extrémités d'ailes à la forme particulière, cet avion recèle quelques solutions d'ingénierie particulièrement élégantes. Le train d'atterrissage, notamment, repose sur un mécanisme d'une sophistication remarquable. Lors de l'escamotage, la partie supérieure du jambage s'articule vers l'extérieur, tandis que la section inférieure pivote vers l'intérieur, permettant à un train long de s'engouffrer dans un logement d'ailes étonnamment compact. En vol, l'appareil est un régal. Le cockpit, pensé avec soin pour l'ergonomie du pilote, est spacieux et confortable. Au roulage, le capot moteur massif ne bouge pas la vue vers l'avant. Un détail loin d'être anodin. La mise en route est sans histoire. Au décollage, le pilote peut pousser la manette des gaz à la butée sans craindre que l'avion ne pique du nez. Les défauts existent, bien sûr. En piquer au-delà de Mach 0,75 sans déployer les aérofreins, les commandes se rigidifient avec un risque de décrochage à grande vitesse. Mais l'avion prévient. Une vibration caractéristique dans le manche annonce l'approche de la limite critique, laissant au pilote le temps de réagir. Mieux encore, il est possible de sortir d'un piqué prononcé en déployant uniquement les volets de récupération sans même avoir à tirer sur le manche. La vitesse de décrochage se situe aux alentours de 185 km/h. Le rayon d'action, même avec un réservoir externe, reste un point faible, à peine 500 km en configuration de combat. En revanche, la vitesse de pointe à 8500 mètres d'altitude atteint 720 km/h et le plafond pratique culmine à 11 600 mètres. Les pilotes citent comme principaux défauts une stabilité directionnelle perfectible et un système IFF inférieur à celui de ses concurrents. Après sa mise en retraite officielle, une poignée de cellules civiles désarmées tombe entre les mains d'une nouvelle catégorie d'amateurs, les pilotes de course. Ces Bearcats de compétition sont transformés de fond en comble. Certains reçoivent des ailes à profil laminaire sur mesure, taillées pour réduire la traînée aérodynamique au minimum absolu. Les résultats dépassent toutes les espérances.
Le 21 août 1989, le légendaire pilote Lyle Shelton fait passer un F-8F, 2 radicalement modifié, équipé d'un moteur en étoile R 3350 de 3800 chevaux à ras du sol. L'aiguille du compteur s'arrête sur un chiffre stupéfiant, 850 km/h. Ce record absolu de vitesse pour un avion à moteur à piston n'a jamais été battu. Il tient encore aujourd'hui.